Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous pour une petite rencontre de philosophie réflexive en ce dimanche, oui, 12 mai 2024. Il est présentement 19 heures. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me signifier si le son est bon et l'image est adéquate. Alors, c'est notre rencontre du dimanche. Rencontre habituelle, il est 19 heures et j'ai placé un petit thème. Voilà, un petit titre en haut de l'écran et j'espère que vous allez apprécier. Suite à... Il y a une auditrice qui m'a écrit à savoir si je voulais parler de l'apparence et des apparences. Alors nous allons réfléchir là-dessus ce soir de manière spontanée. Simplement m'écrire dans le clavardage, me dire oui, le son est bon, oui, l'image est adéquate. Alors en attendant que les gens se joignent à nous, nous allons commencer par des points d'information, comme d'habitude, et faire un retour sur notre super rencontre d'hier, le 11 mai. C'était notre dernière rencontre Zoom, notre cinquième de l'année. Alors, le tout a commencé au mois de janvier dernier. Durant 5 mois, nous avons eu, durant 5 mois, nous avons eu une rencontre par mois de webinaire Zoom et ce fut un grand succès. Une moyenne de 10 inscriptions par rencontre, donc des rencontres d'1h30 que j'ai bien sûr enregistrées et nos auditeurs et nos auditrices qui étaient présents à la rencontre reçoivent aussi par la suite l'enregistrement avec le questionnaire. Donc, notre dernière rencontre, le thème était qu'aimerais-je changer dans ma vie? Et j'ai posé une dizaine de questions. La première partie de la rencontre servait à problématiser notre question philosophique et la deuxième partie à répondre à partir de mises en situation. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir cet enregistrement, n'hésitez pas à m'écrire, bien sûr. À ce sujet, je vous donnerai les informations pour pouvoir vivre cette expérience-là. Je remercie Vanda ainsi que Micheline ainsi qu'Annick de m'avoir invité la semaine dernière. On a eu 3 rencontres au YMCA Park. Ce fut un super beau moment. N'hésitez pas, bien sûr, à m'inviter en conférence. Si vous avez un petit groupe, vous voulez former un petit groupe, n'hésitez pas à m'écrire et m'inviter. On était une douzaine au YMCA Park pour les mardis du café Rendez-vous du Y. Et notre sujet était le suivant, la conception du bonheur dans l'âge de la maturité chez les gens d'expérience. Alors, ce fut une super belle rencontre où j'ai abordé le thème, où j'ai parlé d'Épicure, de Kant, de Nietzsche, et j'ai posé aussi des questions à mon auditoire concernant leur conception du bonheur dans l'âge de la maturité. C'était le retour jeudi dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous voyez, je suis dans un nouveau décor. Hein, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, directement du gîte de la conscience. Donc, après avoir exploré le loft du philosophe, le studio 9, etc. Qu'est-ce qu'il y avait? L'offre du philosophe, Studio 9. Et la Casa Ascension est maintenant au gîte de la conscience, près du parc Jarry. Donc voilà, c'est merveilleux. On a eu le retour des Facebook Live jeudi dernier. Alors, ce fut une semaine très mouvementée. Nos activités sont terminées concernant les Zooms, mais je suis toujours ouvert à des invitations conférences. Je crois faire un retour à l'automne au YMCA Park ainsi qu'à l'OVS, etc. Vous allez pouvoir me voir participer à ces moments. Et j'attends bien sûr des invitations. À ce fait, je vais vous mettre tout de suite le lien dans le clavardage de mon site internet. Voilà. Oups, désolé, je vais aller chercher ça. Voilà ici. Et si vous voulez m'inviter en tant que conférencier ou commander mes livres, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je mets un petit lien dans le clavardage pour le moment. Donc, on est peu nombreux en direct, hein, considérant que c'est la fête des mères aujourd'hui. Peut-être que des gens vont nous écouter davantage en différé. Tout cela est possible. Donc, quand vous allez sur ma page Mathieu Martel Philosophe sur Facebook, il y a la section événements. Pour le moment, il n'y a pas d'événement qui s'en vient. Il y a aussi ce qu'on appelle la section vidéo. Et nous avons au-dessus de 280 enregistrements sur des thèmes différents.
Mais la vraie expérience à vivre, c'est une expérience en présence, hein? Et ces moments-là, on pourrait les qualifier de mystérieux, de magiques, d'imprévisibles, très intuitifs. Par contre, on garde contact avec vous via des Facebook Live spontanés et la plupart ont lieu le dimanche à 19 heures. Et on va peut-être retourner au mois de septembre avec un webinaire Zoom aux alentours du 21 septembre, le samedi, avec un nouveau thème philosophique pour reprendre des activités. Car, sachez-le, dans quelques instants, donc cette semaine, je vais recevoir l'ensemble de mes travaux, les travaux finaux collégiales. Et durant à peu près une semaine, je vais me mettre à corriger le tout. Donc, je suis en fin de session. Mais il y aura un retour à l'automne, bien sûr, un retour en présence et aussi avec un petit webinaire au mois de septembre pour commencer le tout. Donc, je vais prendre un petit peu de vacances concernant les rencontres en présence et les webinaires Zoom. Donc, on laisse le temps aux gens de se rejoindre à nous. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonsoir. J'espère que je salue les gens qui vont nous écouter, bien sûr, en différé. La question du jour concerne les apparences. Les apparences sont-elles trompeuses? Hein? Il y a Nietzsche qui s'est penché là-dessus. L'adage veut qu'il ne faille pas donner notre adhésion aux apparences, car les apparences peuvent être trompeuses. On voit que cette vision-là remonte, du moins, chez un philosophe moderne très connu qui s'appelle Descartes. Étant donné que Descartes a été trompé à plusieurs reprises par ses sens, il a lui-même justement discrédité une connaissance fondée sur les sens et la stricte expérience. Hein, parce qu'il peut y avoir confusion. Mais est-ce que les sens sont vraiment trompeurs? Ou est-ce plutôt nos jugements que nous portons sur les sensations qui peuvent être trompeurs? L'expérience sensorielle est-elle là pour nous tromper? Hein? Qu'est-ce que la réalité? Donc, on m'a écrit plus tôt pour me demander de réfléchir sur autre chose que cette question-là, finalement. Hein? Est-ce que les sens sont trompeurs? On m'a demandé de réfléchir sur tout ce qui concerne la transformation de notre apparence. Donc, ce soir, je me pose la question, étant donné que c'est des rencontres spontanées et intuitives, est-ce que je vais réfléchir sur la question, est-ce que les apparences sont trompeuses? Ou devrais-je réfléchir sur la question suivante, euh, trop accorder d'importance à notre apparence pourrait être problématique. Alors, je lance ces deux questions-là. Je verrai comment je vais amener le tout. J'en profite pour saluer nos auditeurs qui sont très peu nombreux ce soir parce que c'est le contexte de la fête des mères. On est deux en ce moment. Il y aura plusieurs autres personnes. N'hésitez pas à commenter et à écrire, apprécier cette vidéo et la partager. On salue Cathy et Martine qui sont présents et présentes. Alors, sur quoi je me penche ce soir? Je vais aller sur la notion d'apparence, étant donné qu'on m'a écrit à ce sujet-là. Et je vais faire un lien avec un texte de la tradition philosophique qui s'appelle l'Alcibiade de Platon, qui justement nous questionne sur l'identité, nous questionne sur l'essence de l'être humain. Alors, ce fameux Alcibiade de Platon est un des dialogues les plus connus de l'Antiquité. Il a été le dialogue de la porte d'entrée dans l'académie platonicienne. Vous savez que les Grecs ont fondé des écoles. On a eu l'Académie de Platon. Les philosophes grecs ont fondé des écoles. L'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le Stoa Poikilé des Stoïciens, le Jardin d'Épicure. Et
on va exclure, en quelque sorte, l'école sceptique, hein, qui ne faisait pas école dans un lieu physique. Et on va exclure aussi de cette équation Diogène de Sinope, qui dormait dans les temples un peu partout. On ne peut pas dire qu'il y a eu fondation d'école. J'oubliais une des premières écoles fondées à Crotone, en Italie du Sud, et l'école pythagoricienne, une école initiatique et ésotérique. Donc, si on fait référence aux premiers philosophes de l'Occident, il y a eu fondation d'école. Et à l'Académie de Platon, le dialogue étudié, le dialogue initiatique, par excellence, c'était l'Alcibiade de Platon. Certains certains philologues, dont Schleiermacher et d'autres, se sont demandé, et notamment Jean-François Prado, sont posé la question, est-ce que ce dialogue est simplement d'inspiration platonicienne ou ce dialogue est un faux ou un authentique? Je crois que, après mûre analyse et réflexion, il y a une majorité qui disent que c'est un dialogue au moins d'inspiration platonicienne. Et pour le reste, c'est peut-être un 50-50, hein, concernant qu'il vient de Platon, soit qu'il vient de Platon, ou qu'il ne viendrait pas de Platon. Mais on est peut-être en majorité d'accord qu'il y a une forme d'inspiration platonicienne. Ça veut dire que les disciples auraient pu participer à l'élaboration de ce dialogue, où Platon traite, ici je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, mais Platon va traiter de ces grands sujets importants, il va traiter de politique, se questionner sur l'essence de l'être humain. Mais ce qui nous intéresse ce soir, étant donné qu'on va se demander quelle est la place à accorder à notre apparence dans la vie, nous allons bientôt découvrir ce qu'en pensait Platon dans l'Alcibiade de Platon. Je pense que je vais vous parler d'une allégorie, qui est l'allégorie du cheval ailé, qui est présentée aussi, je me rappelle plus dans quel dialogue de Platon. Alors, on m'écrit tantôt, on me dit, Mathieu, est-ce que tu vas nous parler un jour de l'apparence physique? Quoi penser de l'apparence physique? Dans la perspective où certaines gens vont vouloir transformer leur apparence en employant différents moyens. Alors, nommons certains de ces moyens, certaines de ces transformations. Ça peut passer de la coupe de cheveux à la couleur de cheveux. Ça peut passer aussi au fait de se faire tatouer sur le corps. Ça peut passer aussi par la façon d'arborer certaines parties de son corps ou de vêtir des vêtements de toutes sortes. Et voilà. On implique aussi dans le fait de ce désir de cultiver l'apparence. Hein? Certains vont même apposer du maquillage. D'autres vont vouloir, passer à travers la chirurgie. Je vais vous dire ce que pense Platon dans l'Alcibiade de Platon et faire ressortir une autre vision des choses dans quelques instants. Mais là, on se questionne ce soir, et on est un peu plus nombreux, on se questionne sur l'importance que nous attribuons à notre apparence. Hein? Pourquoi insister sur le fait de cultiver notre apparence? Tiens, ça serait peut-être une question, la question de ce soir. Pourquoi certaines personnes insistent, passent du temps à cultiver
ou à travailler, à s'investir dans une culture de l'apparence? Je vous pose cette question-là. Hein? Et là, j'ai nommé toutes sortes d'opérations. Hein? Donc, qui dit apparence dit prendre soin ou porter de l'intérêt à savoir ce que nous allons, justement, prendre soin. Je ne voulais pas prendre ce terme-là parce que ça va être le terme de l'Alcibiade, justement, le souci. Mais on peut l'utiliser en quelque sorte. Certains vont se soucier d'arborer des tatous, etc. D'autres vont travailler leurs vêtements, couleur des cheveux, etc. D'autres vont passer à travers la chirurgie pour se transformer. J'ai entendu toutes sortes d'histoires autour de moi. Voilà. Que penser de la place que nous accordons à la culture de notre apparence? C'est la question de ce soir. Donc, pourquoi y a-t-il et là, ça peut aller même dans le fait de porter des lunettes, de s'accoutrer d'une certaine manière. Je pose la question suivante. Ceux qui écouteront en différé pourront répondre. Pourquoi certains accordent-ils autant d'importance à la culture de leur apparence physique? On va y aller comme ça ici. L'anthropologie pourrait nous répondre que c'est une forme de communication. Hein? Nous parlons à travers les couleurs que nous choisissons, à travers le style vestimentaire, etc. Nous émanons des signes, des symboles, etc. Alors voilà la question que je me pose. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous en sommes à notre petite rencontre spontanée du dimanche où nous nous interrogeons sur les apparences. Et je vais vous parler dans quelques instants de l'Alcibiade de Platon sur lequel j'ai travaillé, notamment dans un cours de maîtrise. Et je vais vous parler justement de l'allégorie du cheval ailé. Je vais essayer de voir, je ne me rappelle plus c'est dans lequel allégorie, cheval ailé. Oui. Non, c'est pas le cheval ailé, c'est pas celui-là, Platon, attendez. Est-ce que c'est ça? L'allégorie de l'attelage ailé, voilà. OK, l'attelage ailé dans le Phèdre de Platon, voilà, OK. Moi, je rajoute un personnage à cette allégorie-là. J'en profite pour saluer Mélanie qui vient de se joindre à nous et Gina. Alors, merci à Martine et à Cathy d'être présents et présentes. On est maintenant 6 en direct. On se questionne sur pourquoi certains individus insistent tant sur le fait de cultiver les apparences, leur apparence. C'est la question que nous nous posons ce soir. On salue Jim également qui vient de se joindre à nous. Et on remercie les gens qui étaient présents. J'en profite avant de me lancer dans un retour sur le texte de l'Alcibiade et l'allégorie du cheval ailé de Platon qui est présent dans le Phèdre. Et moi, j'ajoute un personnage allégorie. Alors, je remercie ceux et celles qui étaient présents à notre rencontre de samedi, en direct ou en différé, ceux qui se sont inscrits, qui ont pu participer en direct. On était 5 et 7 qui vont écouter en différé. Vous avez reçu par courriel, j'espère, notre enregistrement avec le beau questionnaire, qui est un questionnaire qui vous pose 10 questions pour être en mesure d'effectuer certains changements dans votre vie. Vous allez voir que c'était quand même assez... Il y avait une partie problématique, une partie mise en situation. Donc, Jim était présent. Il y avait aussi, on avait dans les inscrits Mondaline, on avait également Cathy, Vanda, François, Richard, on les remercie, ainsi que Nicole et compagnie. Merci à tous et à toutes de votre participation. Dans l'Alcibiade de Platon, Socrate discute avec Alcibiade, un général, un chef militaire, un chef politique qui a trahi Athènes.
dans l'histoire, Socrate veut faire en sorte que, avant de s'occuper de politique, Alcibiade passe du temps à réfléchir, à se questionner philosophiquement. Et Socrate lui dit, avant de gouverner, il faut que tu saches, hiérarchiser les éléments de l'être dans leur importance. Il pose la question, en quelque sorte, la question du qui suis-je, qui es-tu? Ou c'est la question davantage, bon, qui es-tu, mais qui est portée sur le souci des éléments en notre être. Fait que là, si je me rappelle bien, Socrate va demander à Alcibiade, lorsque tu prends soin de toi-même, hein, lorsque tu pratiques le soin de toi-même, et que ce soin est dirigé vers le fait de prendre soin de ton corps, est-ce que c'est prendre soin de toi-même? Donc, allons-y avec une parenthèse moderne, prendre soin de son corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Pratiquer une hygiène corporelle de base, hein? Se laver le corps, les cheveux, les parties du corps, etc. Une hygiène quotidienne. Prendre soin de son corps, c'est aussi bien dormir, dormir suffisamment, s'alimenter, y aller d'un régime varié, nourrissant et complet, mais aussi reposer son corps par des siestes, par justement un sommeil réparateur, mais encore bouger, se déplacer à travers la marche, mais aussi s'entraîner physiquement. Il demande, là, qu'on le met dans un contexte moderne. Platon pose la question à Alcibiade, est-ce que prendre soin de ton corps est synonyme de prendre soin de toi-même? Et la réponse sera non. Parfait. Deuxièmement, passer du temps à choisir tes vêtements, soigner ton apparence. On parle ici de coiffure, de tenue vestimentaire, le fait d'utiliser des parfums, etc. Est-ce que on pourrait dire que c'est prendre soin de toi-même? Et à force de discussion, la question sera non. Et Socrate fait toutes sortes d'analogies. Donc, il y a le corps, il y a le vêtement. Ce n'est pas totalement toi-même. Et Socrate semble lui dire que si tu ne sais pas, par ordre d'importance, lequel qu'il faut privilégier dans le soin, tu ne seras pas en mesure de gouverner. Et le dialogue, je ne sais pas si je l'ai ici, se termine par l'affirmation suivante, Socrate à Alcibiade, même si historiquement ça n'aura pas fonctionné, les conseils de Socrate. Il lui dit, tant que tu prendras soin de ton âme, et tu te poseras des questions sur tes actions, sur ton comportement, sur ce qui est le mieux, tant que tu réfléchiras de manière rationnelle et éthique, Alcibiade, je continuerai à t'aimer. Mais c'est nécessaire que tu le fasses, car le soi-même en lui-même, c'est la meilleure partie de nous. Dans la perspective de Platon, c'est la dianoia, la partie de l'âme qui réfléchit, qui s'interroge, qui pose des questions. On pourrait même aller encore plus loin parce que moi, je vais rajouter un personnage dans l'allégorie du cheval ailé. Il y a peut-être un au-delà de la raison, du dianoia, qu'on pourrait appeler, justement, si je fais une allusion à Krishnamurti, on pourrait dire que c'est la partie attentive de nous-mêmes.
Certains appelleront cela l'observateur. Hein? La conscience observatrice. Voilà. Et ça pourrait être dans une autre tradition, on pourrait appeler ça l'être. Ou chez Plotin, l'un. Bon. L'allégorie du cheval est libre. Et finalement, et là, Socrate déclare finalement que prendre soin de soi-même, prendre soin du soi en lui-même, c'est prendre soin de cette partie-là maîtresse, qui est la partie qui est supérieure qui nous anime, qui est l'âme. Principe de vie, mais aussi principe réflexif. Alors, lorsqu'on prend simplement, de cette perspective platonicienne-là, lorsqu'on prend simplement soin de notre apparence, de notre corps, on oublie peut-être l'aspect moral, l'aspect éthique de soi et l'aspect aussi philosophique et métaphysique de se poser des questions fondamentales. À savoir, à quelle vocation suis-je appelé par ma nature profonde? Ça sera une question dans la perspective platonicienne, bien sûr, de découvrir sa nature et d'œuvrer dans le sens de sa nature. Alors, je vous salue tous et toutes et je vais revenir à mon deuxième point. Écoutez, c'est une petite rencontre spontanée comme ça, je me questionne à savoir, alors, la réponse de Platon à quelqu'un qui ne se fie, qui ne cultive que son apparence physique ou qui voue une vie au corps. Il y aura même une critique chez Platon de quelqu'un qui ne fait que les philosomatos, les amoureux du corps, qui ne font que cultiver leur corps ou leur apparence. Voilà. Platon voit un grand problème dans les gens qui ne font que vouer leur vie à l'entraînement et à une forme de gestion de la nourriture, hein? Calcul des calories, etc. Il dit que cette obsession-là du corps et du contrôle alimentaire, lorsque la vie est orientée strictement vers cet objectif cet objectif déclaré comme important pour certains individus, mais il va dire que ça va créer une rigidité mentale, entre autres. Ça, c'est vraiment dans les textes. Voilà. Et dans la tradition grecque, on dit souvent, nous devenons ce que nous contemplons. Ce dont nous avons souci principalement, on nourrit. C'est ce dont nous contemplons, ou ce à quoi nous nous investissons, nous devenons teintés par cet objet de soin ou cet objet d'amour, cet objet obsessif même. Et l'âme prend cette couleur-là. Donc, pour Platon, l'essentiel, se soucier de l'apparence physique, ou passer trop de temps à se soucier de l'apparence physique, trop de temps aux soins du corps, c'est délaisser la partie maîtresse de notre être, qui doit se mettre, bien sûr, on doit nourrir la réflexion, et la réflexion métaphysique et éthique. Et on préfère référence à l'allégorie de la caverne de Platon pour se sortir des images et de l'ignorance, mais je ne voulais pas réfléchir sur cette allégorie. Revenons à l'allégorie du cheval ailé dans le Phèdre. Alors, nous avons un chariot sur lequel un cocher est assis. Et le cocher a 2 chevaux, un cheval noir, blanc et noir, qui symbolise l'énergie, l'énergie des polarités. Un cheval plus obéissant avec un cheval plus fougueux. Allons-y avec le noir.
Et là, il y a un cocher qui doit faire en sorte de bien guider les chevaux pour aller à destination. Et les chevaux doivent travailler ensemble et être bien maîtrisés par le cocher pour pouvoir avancer, donc partir d'un point A à un point B. Mais moi, je rajoute un passager, qui est la personne assise derrière, qui, moi, de mon point de vue, symbolise la conscience. Le cocher, c'est la raison, mais le passager, c'est la conscience, ou l'être, qui sait, qui est en lien avec une forme de connaissance métaphysique, qui va dire au cocher, voici vers où je m'en vais. Moi, je rajoute un personnage. Peut-être que dans la tradition indienne, parce que c'est inspiré d'une tradition spirituelle indienne, peut-être qu'il y a un ajout de ce personnage-là. Mais dans ma perspective, je l'ajoute. Alors voilà, les chevaux symbolisent les énergies du corps qui sont en lutte. Le cocher et le chariot avec son attache, c'est le corps. Les deux chevaux, c'est l'énergie. Et le cocher, c'est la raison, qui tente de diriger les chevaux pour qu'ils avancent et se rendent à bon port. Mais il y a aussi un passager qui symbolise la conscience. Alors, on peut y aller avec cette allégorie-là. Je ne sais pas si je m'en suis servi en ce moment. Et je ne sais pas si je peux rajouter d'autres éléments. Là. C'est une, comment dire, un petit élément très embryonnaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les chevaux sont l'énergie qui nous permet d'avancer. Parfois, nos émotions négatives peuvent causer problème. Le voyageur qui est à l'intérieur de la cachette représente l'âme, le plan spirituel, bon, etc. Allons-y, tant qu'à ça, avec l'allégorie de la caverne. Je pense qu'on peut l'associer à notre sujet de ce soir, parce qu'on parle des apparences. Donc, on va terminer avec l'allégorie de la caverne ce soir, puis merci à tous et à toutes d'être là pour ce petit live spontané. Je vous avertis toujours sur ma page et j'envoie un petit message à mes habitués. On est maintenant une dizaine. Allons-y. Notre thème ce soir, c'est les apparences et ça s'inscrit bien dans l'allégorie de la caverne. Et ça, l'allégorie de la caverne, c'est dans République de Platon, dans la République de Platon. Et c'est une métaphore de la conversion de l'âme, d'un changement de regard opéré par l'âme qui s'en va vers la connaissance métaphysique, notamment. C'est une allégorie, elle porte sur l'éducation. Alors, imaginons des prisonniers enchaînés dans une caverne, adossés à un mur et attachés par des chaînes aux poignets et aux chevilles. Ces prisonniers vont regarder dans une direction. Ils sont adossés à un mur, une paroi de pierre, et ils ne peuvent pas se détacher, ils ne peuvent pas se lever, leurs membres sont assez engourdis. Ils entendent des bruits et perçoivent des images devant eux, des images sur une paroi. Comment ces images sont projetées? C'est qu'il y a des feux derrière, il y a des gens qui passent devant le feu et ça projette des ombres. Donc, les gens enchaînés, donc leur corps est paralysé, ne peuvent pas savoir ce qui se passe derrière eux. Donc, pour eux, la réalité, c'est les bruits qu'ils entendent et les ombres et les images qu'ils perçoivent sur le mur devant eux. Mais s'ils savaient qu'il y a des gens qui se promènent derrière eux, qui bougent des objets, etc., et il y a un feu qui brûle, qui permet de cette projection-là sur les murs de la caverne. Alors, pour ces prisonniers, la réalité, c'est percevoir ces images floues, c'est entendre des bruits, puis c'est d'être totalement paralysé physiquement, attaché à la fois au poignet,
ne pouvant pas bouger et savoir ce qui se passe derrière. Alors pour eux, la réalité serait ombre, bruit, projection d'images, ne sachant pas quel genre d'action se passe derrière eux. Admettons que on détachait ces prisonniers-là au fond de la caverne et qu'on les faisait emprunter un escalier pour aller voir ce qui se passe derrière, seraient capables de percevoir que des êtres humains qui bougent, des objets, et que c'est la projection permise par le feu qui va donner certaines images sur le mur ou certains reflets. Et là, c'est sûr que se faire détacher lorsqu'on est habitué d'être assis, puis qu'on a les membres endoloris, c'est sûr que simplement emprunter les escaliers, ça va être difficile au niveau corporel et le feu va nous aveugler une première fois. Mais si on va encore plus loin et qu'on sort de la caverne, on s'apercevra qu'à l'extérieur, il y a un soleil qui nous éblouit. On vivra un deuxième aveuglement. Et on sera en choc lorsqu'on percevra les objets naturels, tels une rivière, des roches, des petits animaux, le soleil lui-même, des arbres, etc. Et là, on sera en choc parce que on a comme accompli 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau où on est enchaîné, le deuxième niveau, on se rend compte que il y avait de l'action qui se passait derrière nous avec des êtres humains qui bougeaient des objets, puis on aperçoit les êtres humains en train d'agir et, en train d'agir sur une certaine forme de réalité, certains objets, puis on sera aveuglé par le feu une première fois, on se dit « Ah, c'était donc ça qui était projeté sur les murs ». C'était cette réalité-là, mais si on va encore plus loin, c'est ça, l'escalier représente les niveaux de la connaissance. On aura mal aux jambes de quitter cette noirceur, de grimper les escaliers une à une, les marches de l'escalier une à une, puis ensuite de sortir à l'extérieur et d'être ébloui. Et là, on se posera la question, mais qu'est-ce qui était réel dans tout ça? Qu'est-ce qui était primordial? Et c'est là que, pour Platon, le monde naturel dans cette allégorie-là représente le monde des idées. Parce que pour Platon, c'est le retour à la connaissance fondamentale des idées premières, comme le bien, le beau, le vrai, le bon, le bien, le beau, le vrai. Cette ascension-là au niveau de la connaissance du bien et du vrai nous aide à mieux voir la réalité. Parce que pour Platon, cette réalité-là, elle est basée sur des idées. Alors, cette allégorie-là nous fait quitter le monde des sens, vouloir aller plus loin à travers un désir de connaissance et de compréhension, d'aller plus loin que les sens. Alors, face à notre question de départ, on pensait ce soir traiter la question de ce que les apparences sont trompeuses, mais nous pourrions dire oui pour Platon et oui pour Descartes. Les sens peuvent nous tromper pour Descartes, et pour Platon, la connaissance des 5 sens, la perception à travers les 5 sens n'est que le point de départ vers cette recherche-là de la compréhension de l'essence de l'idée, des idées supérieures. La réalité telle que perçue n'est que, une image de l'essence de la réalité. Et l'essence de réalité repose davantage sur des notions de vérité, de bien et de beau. Voilà, dont participe la réalité. Alors ce soir, si on est platonicien, le monde des apparences n'est pas le monde, n'est pas ce qui est important. Se limiter aux apparences ou ne se soucier que de l'apparence du corps, ou simplement prendre soin simplement de notre apparence, donc s'occuper de
ce que l'on met sur notre corps pour paraître d'une certaine manière, ce n'est pas l'essentiel pour Platon. Je ne dis pas ici que Platon a raison, mais ce soir, on s'interrogeait à savoir quelle place doit prendre l'apparence corporelle, notre soin ou la manière dont nous cultivons notre apparence. Est-ce qu'il y a autre chose que prendre soin du corps et se soucier de notre manière de nous vêtir et d'apparaître aux autres? Hein? C'est un peu la question qu'on se pose. Cette question-là était, on partait au départ avec une question, les apparences sont-elles trompeuses? Pour Platon, les apparences sont insuffisantes, ne traitent même pas de la réalité. Et comme on l'a dit dans l'Alcibiade de Platon, on a parlé tantôt de l'Alcibiade, lorsque Platon cherche à savoir qu'est-ce que prendre soin du soi-même en lui-même, le souci du corps et de l'apparence corporelle ne tombe pas sous la mire de Platon. Ce qui est important, c'est prendre soin de cette partie réflexive de soi qui permet la réflexion profonde et métaphysique, qui fonde l'éthique. C'est ça qui est important du point de vue de Platon. Donc, oui, en ce sens, les apparences ne peuvent pas, ou le monde sensible ne peut pas nous amener à la connaissance vraie. Et d'autre part, celui qui s'intéresse à l'être, dans cette quête de compréhension métaphysique, ne peut pas s'arrêter strictement au monde des apparences. Donc, ce qui va mener à la grande question de l'Alcibiade de Platon, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le fait de prendre soin de soi-même? Il dira que ce n'est pas le prendre soin du corps et ce n'est pas non plus prendre soin de nos apparences. Alors, ça peut vous laisser ce soir sur une autre question. Qu'est-ce que prendre soin de vous-même? Certes, pour terminer avec Platon, chaque individu doit se demander ce que porte sa nature profonde. Et chez Platon, il y aurait comme 3 chemins. Une nature pour être philosophique, une nature pour être orientée vers la protection de la cité, etc., par les gardiens de la cité, etc. Puis il y aurait une partie des gens qui seraient du domaine de la production. Mais c'est très limité comme vision, hein, parce que à cette époque-là, on avait ceux qui produisaient, ceux qui défendaient la cité, puis ceux qui dirigeaient. C'était très limité comme champ de possibilités, mais posons-nous la question aujourd'hui. Ma nature profonde veut tendre vers quel type de réalisation, quel type de vocation, d'accomplissement? On peut se poser cette question-là. Déjà là, on dépasse le monde des apparences. Alors, un petit live de 45 minutes ce soir, de retour directement pas de la Casa, mais du Gîte de la Conscience. J'ai expliqué pourquoi je l'ai baptisé le Gîte de la Conscience. Je vous remercie d'avoir été présents et présentes. On était une dizaine. On va se revoir bientôt. Je vous invite à aller voir mon site, mathieumartel.com. Si ça vous tente de commander un de mes livres ou de m'inviter à donner une conférence à un petit groupe. J'adore les invitations. On en aura au moins 2 cet automne. On va se revoir pour un petit Zoom au mois de septembre. Bien sûr, je serai présent parmi vous via Facebook Live tout l'été. Et on va faire un retour en présence. Je vais louer une belle salle, possiblement pour le mois d'octobre, pour qu'on puisse se revoir et vivre un moment magique, mystérieux et intuitif. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager et à réécouter si vous avez manqué nos derniers enregistrements dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe. Bonne semaine. Je termine la cueillette de mes copies, de mes travaux. J'aurai 90
Beau texte à corriger. Et ensuite, ça sera les vacances. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Et je vous annonce notre prochaine rencontre. Peut-être, je ne sais pas, ça va être quand, peut-être jeudi soir. Hein. Souvent, on vise le jeudi soir 19h ou le dimanche. On va garder ça comme indice de possibilité. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye tout le monde. C'est Socrate qui disait, prenez soin de vous-même. Le Socrate de Platon.